Fidèles téléspectateurs de la Belle Télévision, bonsoir et merci de nous retrouver dans Tête à Tête. Ce soir, je suis avec le docteur Ibrahim Aïdibé, gynécologue et obstétricien ici au Sénégal. Nous sommes en direct de sa clinique. Monsieur Aïdibé, bonsoir et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, comment vous présenteriez-vous à eux? Je m'appelle Ibrahim Aïdibé, je suis gynécologue obstétricien. Je suis secrétaire général de l'association sénégalaise des gynécologues obstétriciens et je suis également secrétaire général de l'association libano-sénégalaise des professionnels de la santé. Donc ça fait beaucoup de PV tous les mois, mais c'est des rôles que j'assume pleinement. Très bien. On peut faire un petit retour sur votre parcours? Alors moi je suis un pur produit de l'école de Dakar, ce dont je suis d'ailleurs très fier, parce que l'école de Dakar a quand même toujours été et a toujours brillé par la qualité de ses enseignants et par la qualité de ses enseignements. Donc j'ai fait mes études de médecine à l'université Cheikh Anta Diop et par la suite j'ai entrepris une spécialisation en gynécologie obstétrique. Et également j'ai fait une série de formations à l'étranger, notamment en France. Parce que, comme vous le savez, la médecine, c'est une formation continue. Il faut constamment se former, apprendre, se mettre à jour, parce qu'il faut être en mesure de donner aux patientes et aux patients, d'une manière générale, l'information la plus actuelle qui soit. Pourquoi vous avez choisi ce métier de gynécologue? Le métier de gynécologue ou de médecin? Des deux. Alors, le métier de médecin, je pense que je dois prendre ça de ma mère. Qui est médecin aussi? Non. Ma mère a toujours rêvé faire médecine. D'accord. Elle a aujourd'hui 76 ans. Mais ma mère est issue d'une génération et d'une époque où les femmes n'avaient pas encore la possibilité de choisir. Et donc je pense, d'une manière inconsciente, elle a dû me transmettre ce rêve. Et c'est vrai que depuis que je suis tout petit, j'ai comme ça... je savais déjà que je voulais faire médecine. Et par la grâce de Dieu et certainement beaucoup de leurs prières, j'ai pu aujourd'hui en tout cas réaliser un de ces rêves. Donc je pense que la médecine c'est ma mère. Après la gynécologie obstétrique, j'ai un oncle qui est aussi gynécologue, de qui je suis assez proche. Et c'est vrai que je l'ai toujours regardé un peu comme un modèle, un mentor, un parrain. Enfin. Et c'est vrai que j'ai une chance inouïe aujourd'hui de pouvoir travailler à ses côtés. Donc du coup, ça, c'est une partie de mon rêve, mais je pense que l'un dans l'autre... Un peu par atavisme. Exactement. Très bien. Alors, comment définiriez-vous le métier de gynécologue? Je pense très honnêtement que c'est une des spécialités les plus éprouvantes qui sont en médecine, parce qu'il faut être là tout le temps. Parce que quand vous êtes gynéco, vous ne fermez pas votre cabinet à 20h. Il faut être disponible, il faut être là, il faut être proche des patientes. Et physiquement, c'est très éprouvant, mais je pense, au-delà de ça, je pense que c'est une des rares spécialités qui vous permet d'établir avec les patientes un lien aussi fort. Parce que c'est quand même un accompagnement. Vous êtes là dès le premier jour, vous accompagnez toutes ces femmes pendant toute la grossesse, jusqu'au moment où vous récupérez le bébé et vous le posez sur le ventre de la maman. Et c'est vrai que, très honnêtement, quelle que soit notre spécialité en médecine, je ne pense pas qu'il y en ait une qui puisse établir comme ça des liens aussi forts entre le patient et le médecin. Après, bon, c'est vrai que ça a ces aspects éprouvants physiquement et surtout, vous savez, ça donne beaucoup de cheveux blancs très tôt. Mais pour moi, c'est magique. C'est-à-dire que je passe mes journées à faire des échographies et j'ai toujours l'impression que c'est la première fois que je fais une échographie puisque c'est jamais la même chose, c'est jamais la même patiente. C'est magique. Très simplement. Voilà, je pense qu'il y a une particularité en gynécologie obstétrique, c'est qu'il y a une part de magie qui fait qu'on ne se lasse jamais, du moins pour ma part. Donc vous serez encore là J'espère, oui, longtemps. Peut-être que j'aurai plus de cheveux, mais j'espère être là encore. Oui. J'espère être là encore. Alors, y a-t-il beaucoup de gynécologues masculins au Sénégal ou de manière générale en Afrique de l'Ouest? Ça s'exerce de plus en plus? Pendant très longtemps, la gynécologie obstétrique était quasi exclusivement occupée par des hommes. Parce que c'est très éprouvant, parce qu'il faut se dévouer à cette spécialité. Et c'est vrai que
Depuis une dizaine d'années quand même, la tendance change, évolue. Je pense qu'aujourd'hui on doit être autour de 60%, et quand même une bonne majorité de femmes qui vont en tout cas là dans les années à venir être diplômées. Et je pense que d'ici quelques années on sera peut-être égalité, peut-être. Mais c'est vrai que pendant très longtemps il n'y avait quasiment que des hommes. Alors vous travaillez dans cette clinique de la place qui a bonne réputation. Est-ce un plus en termes de notoriété? C'est un plus, certes, mais vous savez, la notoriété ne fait pas la compétence. Donc la compétence, c'est le travail. Et j'ai probablement eu la chance d'être dans une structure qui, en tout cas, me permettait de travailler dans les conditions les meilleures. Après, ce que vous faites de vos connaissances, quel que soit le nom, quelle que soit la structure où vous êtes, c'est pas automatique. Donc oui et non. Il est clair que c'est plutôt le travail qui fait la notoriété, mais l'inverse c'est pas toujours vrai. Vous savez, j'ai des collègues, j'ai des amis avec qui je travaille qui sont très compétents et qui sont dans leur cabinet et qui font un travail remarquable. D'accord. Alors l'état de santé, toujours côté gynécologie, obstétrique au Sénégal, quel bilan faire aujourd'hui? Il y a des avancées, quel retard? Moi je suis optimiste, donc je vais vous dire qu'il y a des avancées. Après les retards, c'est propre au pays, c'est propre à l'Afrique d'une manière générale. Mais il est clair qu'il y a eu des avancées extrêmement importantes et dans tous les domaines. En termes de mortalité maternelle, on a quasiment réduit le pourcentage par 6 ou 7 en moins de 20 ans, ce qui est énorme. En termes de mortalité infantile, on a aujourd'hui quand même des taux qui sont très acceptables, aussi bien sur le plan africain que même mondial. Donc des avancées, oui, il y en a beaucoup. Je parle en tout cas pour ma spécialité, c'est-à-dire la gynécologie, la mortalité maternelle, la planification familiale, la mortalité infantile. Il y a certes eu des avancées extrêmement importantes. Les retards sont dus probablement, comme vous le savez, au financement, aux moyens que l'on peut consacrer à la médecine de manière générale, aussi bien l'enseignement que la santé de la population. Les moyens suivent-ils? Je parle bien entendu de moyens étatiques, privés ou autres? Je pense qu'on a aujourd'hui compris qu'il ne fallait pas toujours compter sur l'État, mais ce n'est pas une critique que je fais. Je pense que c'est, quel que soit le secteur, il faut que des décisions, que les responsabilités soient d'abord prises à l'échelle personnelle. Le privé, très honnêtement, il est un peu mieux loti que le public, en tout cas pour certaines spécialités. Mais je pense qu'on va évoluer vers une phase où le partenariat public-privé va quand même prendre une grande ampleur et c'est tant mieux pour tous les patients, pour les malades. En Afrique, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui connaissent les risques liés à l'accouchement, mort subite, perte du bébé. Quelles sont les causes majeures que vous pouvez noter, vous, ou les difficultés encore aujourd'hui? Les principales causes de mortalité maternelle, en tout cas chez nous, durant la grossesse, c'était l'hémorragie, l'hypertension, l'anémie. C'était vraiment les principales causes de mortalité. Il y a 30 ans, les femmes mouraient parce qu'elles étaient soit hypertendues sans le savoir, soit elles accouchaient et saignaient énormément. Aujourd'hui, la qualité du suivi s'est quand même beaucoup améliorée. On arrive à dépister ces états assez tôt et donc à faire des prises en charge un peu plus programmées. Donc je pense qu'en taux de mortalité, on a quand même fait un travail assez exceptionnel. Il faut toujours améliorer. Mais de ce côté-là, c'est quand même assez remarquable, il faut le souligner. À Dakar uniquement ou même dans les régions? À Dakar certainement, même dans les régions. Vous savez, l'école de Dakar a été une des premières en Afrique à former des médecins généralistes à certains actes en gynécologie obstétrique. Et c'est vrai qu'on a pu avoir des médecins généralistes qui étaient parfois dans les régions, à qui on apprenait à faire des césariennes, à qui on apprenait à prendre en charge une hémorragie, à faire des accouchements, ce qui fait que ces femmes-là, qui avant d'avoir cette compétence sur place, malheureusement pouvaient perdre la vie, on arrive aujourd'hui à régler des problèmes en étant à proximité des besoins. Les moyens financiers sont-ils aujourd'hui déterminants pour assurer le bon déroulement
d'une grossesse jusqu'à l'accouchement, même, je devrais dire. Oui et non. Oui, parce qu'il faut toujours des moyens pour faire un bon suivi. Non, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le lieu où vous êtes, je ne parle pas que de Dakar, hein, même en région, c'est vrai qu'on essaye, autant que faire se peut, de pouvoir proposer aux patientes un minimum de bilan. Vous savez, pour savoir si vous êtes anémié, il ne faut pas grand-chose, hein, c'est une prise de sang. Après l'échographie, ça commence à être quand même assez vulgarisé dans les régions, savoir si c'est un bébé, deux bébés, s'il a une tête en bas, peu importe. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants pour la prise en charge. Mais on n'est plus quand même à des frais exorbitants où les patients n'ont plus vraiment les moyens d'en bénéficier. Même si parfois ça peut être très compliqué, quelle que soit la région. On peut être à Dakar et être confronté à des patientes qui n'ont pas les moyens. Donc, Et comment elles font du coup? Il y a toujours un plan. Il y a toujours un plan, on appelle des assistantes sociales dans les structures. Et puis on s'arrange toujours. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais on s'arrange toujours. Et heureusement d'ailleurs. À quoi sont dus, hormis le risque naturel bien entendu, le suivi est-il suffisamment rigoureux de part et d'autre par le médecin, par le patient, je rajouterais même la famille? Par le médecin, je suis obligé de vous dire oui. Par les patients, je pense très honnêtement. Est-ce qu'elles respectent bien le calendrier, les consultations, les rendez-vous? Quand on donne un calendrier de surveillance à une patiente, je pense que les femmes sont quand même assez conscientes de l'importance et de la nécessité d'avoir ces rendez-vous. Je parle encore une fois de la grossesse. Hein, voilà. Et généralement, quand elles ne viennent pas au rendez-vous, c'est soit elles n'ont pas les moyens de venir, parce que ça c'est vrai aussi, soit c'est pour des raisons parfois même purement sociales, la peur, parfois c'est des conflits, soit au sein de la famille, soit au sein du couple, parce qu'on le voit aussi. Mais très honnêtement, il est en tout cas rare aujourd'hui d'avoir, vous savez, il y a encore une quinzaine d'années, on voyait des femmes qui venaient accoucher, parfois qui n'avaient même pas de carnet, parfois qui avaient un carnet, il y avait une consultation faite au 2e mois de grossesse, et c'est vrai qu'après c'était un vide. Ça existe toujours. C'est pénalisant pour le médecin qui suit. Ouais, parce que vous êtes une malformation, ça peut être 3. Et on demande toujours au médecin de faire le mieux. Et on n'a pas toujours toutes les informations qu'il faut. 2, ça peut être 3 malformations, ça peut être 3. Tout à fait. Ils m'obligent à vous dire qu'on est quand même beaucoup mieux aujourd'hui pris en charge qu'il y a pas si longtemps que ça. 15 ans en termes de politique de santé, c'est pas beaucoup. Parce que les gouvernements viennent, on vote des lois, on change. Et finalement, 15 ans, c'est pas beaucoup. Beaucoup de subventions qui viennent de l'étranger. Quand je parle d'étranger, là, je parle plutôt de beaucoup de l'Occident, en fait. Oui. Est-ce que ces subventions sont toujours utilisées à bon escient? Je ne sais pas. Mais moi, je sais en tout cas, dans les hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé, je sais qu'on avait beaucoup de coopération. La coopération japonaise, la coopération allemande, les Belges, qui apportaient quand même pas mal de subventions. Ouais. Alors, docteur, vous traitez également l'infertilité. Oui. Comment ça se passe avec les patientes? Vous leur redonnez espoir, je suppose, dès le premier contact? L'infertilité, oui, bien sûr qu'il faut toujours donner espoir, mais c'est un sujet extrêmement compliqué, l'infertilité, parce qu'on vit dans une société qui fait que c'est compliqué. On vit dans une société qui fait qu'on a le droit d'y croire, même jusqu'à un âge très avancé. Et en science, nous, on sait qu'à partir d'un certain âge, les chances ne sont plus les mêmes. Ça reste tabou, ici? Non, je trouve, non. Contrairement à d'autres sujets, l'infertilité n'est pas tabou, mais on est quand même confronté à la polygamie, qui vient quand même compliquer beaucoup de choses. On a de plus en plus de patientes qui vivent loin de leur conjoint parce qu'il est immigré, etc. Donc, c'est pas toujours facile. Et s'il faut rajouter à ça tous les besoins nécessaires, notamment financiers, parce que l'infertilité, ça a un coût. Aucune assurance ne prend en charge le traitement de l'infertilité ici. Aucune. Ni les investigations, ni les examens, ni les produits, ni les médicaments, ni les procédures.
Donc il faut demander constamment aux patientes des examens, des analyses, on prescrit des médicaments qui ne sont jamais pris en charge. Donc tout ça a un coût. Et ces médicaments, ils le trouvent ici facilement? Oui, c'est des médicaments qui sont disponibles, mais qui sont disponibles pas pris en charge, donc ils sont extrêmement chers. Ils sont chers. Heureusement, comme vous voyez probablement vu dans la presse, on va avoir très prochainement une unité de procréation médicalement assistée qui va avoir lieu au niveau de l'hôpital d'Al Aljam. C'est la première structure publique qui va avoir un service de prise en charge de l'infertilité, ce qui est quand même... Patiente, vous avez? Énormément. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, j'imagine. L'impression de voir des enfants qui courent dans les rues partout. Mais l'infertilité, c'est au moins un tiers de la consultation. En tout cas, à notre niveau privé. Et je suppose que dans le public, ça doit être au moins autant, si ce n'est plus. Aujourd'hui, les familles se composent en moyenne, combien d'enfants? Ça augmente, ça diminue, ça reste constant. On arrive encore à en faire 9, 10? 9, 10 peut-être pas. En tout cas, quand elle n'est pas seule. Mais non, on a une famille qui tourne autour de 4, je crois. En moyenne, oui. C'est un choix? Ah oui, c'est souvent un choix. On a un mode de vie qui se rapproche d'une manière ou d'une autre d'un mode occidental. Hein, donc, quand on en a 3, on est content. Mais c'est vrai qu'en fonction du milieu un peu d'où on vient, il y a des téméraires et il y a des satisfaits. Un événement marquant dans votre carrière? Dans ma carrière? Oui. Les événements marquants 2020 étaient particulièrement pénibles pour moi. Non, c'est vrai qu'on est toujours un peu très touché quand ça ne se passe pas toujours bien, parce qu'il ne faut pas oublier que ça ne se passe pas toujours bien, même si dans la majorité des cas, ça se termine par tout le monde est content, la maman, le bébé, le papa. Mais il y a des complications, ça fait partie du métier. Dieu merci, c'est pas la chose la plus fréquente, encore une fois, mais ça fait partie de la chose. Et quand on perd un bébé ou une maman, c'est une épreuve extrêmement pénible, quel que soit le nombre d'années que vous avez exercé. C'est-à-dire que quand vous démarrez... C'est toujours comme si c'était la première. Exactement. Et il faudrait que ça reste comme ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que cet événement-là soit vécu avec la même douleur, quel que soit votre nombre d'années d'exercice, parce que ce n'est que ça, comme c'est vécu de cette manière, que vous allez pouvoir vous remettre en question, savoir ce qui n'a pas été, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer. Donc oui, j'ai eu un événement marquant, en tout cas du côté professionnel, cette année. Oui. On a des complications qui font partie du métier, quoi. D'accord. Des conseils concernant les contraceptifs, planification familiale, comment ça se passe aussi de manière générale ici? Alors ça, c'est probablement la partie la plus importante sur laquelle il faut travailler, parce qu'on a fait quand même un bond assez remarquable, parce que le Sénégal n'était pas un bon élève dans ce domaine-là. On avait un taux de recouvrement de planification catastrophique comparativement aux autres pays. Mais on est passé on a, je pense, dû gagner on est passé de 4-5% à un peu moins de 20%, ce qui est quand même énorme. Hein. Mais qu'est-ce qu'il explique? Je pense que les patientes sont mieux informées. On a réussi à, non pas banaliser, mais en tout cas mieux expliquer aux femmes ce que c'était qu'une planification familiale, c'est qu'on ne les rendait pas stériles. C'est une manière de programmer les naissances, parce que quand on programme les naissances, on prend plus de temps pour préparer, pour éduquer, pour prendre en charge ce bébé qui arrive. Donc c'est une planification. Et je pense que le travail est venu d'une meilleure communication dans ce sens. Il vous arrive en dehors de vos consultations de tenir peut-être des forums ou de vous adresser à elles d'une autre manière que peut-être même dans les médias? Oui, on essaie de le faire assez régulièrement, oui. D'accord. Soit sous forme maintenant les réseaux sociaux, c'est sous forme de... Les lives, par exemple. Voilà. On a vu un récemment. De dédramatiser la chose, expliquer que prendre une pilule ne va pas forcément vous rendre stérile. Il faut juste informer. Ils arrivent à suivre les recommandations, tout à fait.
Alors, Octobre Rose, mois des cancers, dépistage. Quel message aussi pour cette année? C'est probablement le même message que l'année dernière. Il faut venir vous faire consulter, impérativement, tous les ans, même si c'est stressant. Le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme en Afrique. Il augmente? Il augmente parce qu'on fait plus de dépistage. On a l'impression que le cancer est plus fréquent chez les femmes jeunes, mais c'est juste qu'on les voit plus tôt et donc on les dépiste plus tôt. On trouve, pendant très longtemps, c'était le cancer du col. Là, c'est le cancer du sein qui est passé devant le cancer du col. Et donc, il est impératif que les femmes consultent au moins une fois par an. Si c'est au mois d'octobre, c'est tant mieux. Mais ouais. On n'a pas trouvé aujourd'hui une autre méthode ou un autre moyen de prévenir ce cancer, si ce n'est un dépistage. Contrairement à d'autres cancers, vous parlez du cancer du col. Le cancer du col aujourd'hui, on sait que c'est dû à un virus. Ce virus, on a un vaccin. Et donc quand vous faites un vaccin, vous êtes protégé, non pas à 100%, mais vous réduisez de manière considérable le risque de développer un cancer du col. Pour le sein, on n'a pas autre chose. Il n'y a pas aujourd'hui ni un vaccin, ni un médicament, ni quoi que ce soit qui vous permet de vous protéger. Donc le seul message qu'il faut, dépistage, dépistage. Pouvez-vous rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent à quel âge pour les femmes est-il conseillé de se faire dépister pour le cancer? De manière générale, 40 ans. 40 ans. Après, encore une fois, tout dépend de votre profil. Vous savez, il y a des familles qui vont faire des cancers du sein. On va avoir des familles où la maman va avoir un cancer, la fille, la tante, la sœur. Donc ces familles à risque, on commence le dépistage plus tôt, parfois même à 35 ans. Mais encore une fois, c'est le médecin qui va déterminer le profil que vous avez et savoir si vous répondez à un profil à risque ou si vous répondez à Madame Tout-le-Monde. Et c'est selon cette classification de profil qu'on va pouvoir vous proposer un planning de suivi annuel. Et le traitement se passe de mieux en mieux? En termes de cancérologie, c'est probablement ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui. Un cancer du sein diagnostiqué tôt, c'est presque 100% de réussite, de guérison. On ne sait pas faire mieux ailleurs. Donc c'est vrai que ça fait peur, mais quand on le dépiste tôt, c'est presque 100%. Docteur, bilan 2020. Que diriez-vous en ce qui vous concerne et comment avez-vous vécu le Covid-19? Ou comment vous le vivez parce qu'il est toujours là? Pour le plan personnel, 2020, c'était particulièrement douloureux parce que j'ai vécu une situation familiale très pénible puisque j'ai perdu mon épouse au mois d'août 2020. Elle est partie d'une longue maladie, comme on dit dans ces cas-là. Voilà, donc sur le plan personnel, c'était très éprouvant. Heureusement que j'ai ce métier-là, qui fait qu'on nous oblige à être confrontés à la vie tous les jours. Et je pense que c'est une chance que j'ai, probablement que d'autres n'ont pas, de pouvoir avoir ce rapport à la vie qui vous permet finalement de mieux relativiser les choses de la vie, justement. Et ça vous permet de mieux passer ce cap. Après, sur le plan professionnel, je pense qu'on peut... Le Covid-19 nous aura en tout cas appris une chose, c'est que, vous savez, on a très souvent dit en Afrique, quand vous êtes pauvre, vous allez à l'hôpital. Et quand vous avez les moyens, vous allez soit en privé, soit vous prenez l'avion. Et puis un jour, on s'est retrouvé confronté au Covid-19, où finalement, on a retrouvé dans les mêmes hôpitaux le ministre et Monsieur Tout-le-Monde. Et je pense que si les autorités ont pris conscience de ça, et je pense qu'on va, dans le futur, probablement être confronté à des crises sanitaires de ce genre, et cela devrait pousser les autorités à réfléchir très franchement à la manière dont il faut redistribuer les budgets. Parce qu'on n'est pas à l'abri de se réveiller un jour, et plus personne, qui que vous soyez, où que vous soyez, c'est soit vous avez les moyens de vous soigner chez vous, mais soit vous faites les frais de ce que c'est comme maladie.
Et c'est vrai que ça nous a, nous médecins, fait énormément réfléchir. Et j'espère que ça poussera les autorités à envisager la chose différemment. Ouais. Quel est votre hobby en dehors de la gynécologie? Honnêtement, j'en ai pas un. Vous en avez plusieurs? Vous aimez voyager? Oui, j'aime parce que ça me permet de prendre des vacances. Non, je fais du sport, j'écoute un peu de la musique, je lis beaucoup. Je regarde pas la télé, mais ça je peux pas le dire aujourd'hui. Parce que je vais la regarder. Est-ce que vous allez regarder? Non, je pourrais pas vous dire telle ou telle chose, mais j'ai plusieurs activités comme ça qui me permettent de... Vous jouez un instrument particulier, le darbuka. Pourquoi cet instrument? Le darbuka, c'est très propre au Moyen-Orient. C'est un instrument de danse par définition, et donc c'est vrai que ça vous impose un air de fête. Votre devise ou citation préférée? Alors peut-être qu'en temps normal, je vous aurais donné une devise, une citation de Napoléon, parce que c'est quelqu'un qui me fascine. Mais voilà, si vous le permettez, j'ai une pensée pour ma femme, et ma femme me répétait souvent cette citation de Musset: l'absence ni le manque ne sont rien quand on aime. Donc je voudrais, si vous me le permettez, pouvoir lui dédier cette émission. De toute façon, vos recommandations au mot de la fin? Je vais m'adresser d'abord probablement aux étudiants, peut-être les lycéens, et leur dire que il faut croire en vous, il faut vous battre, il faut travailler. Domo pabi, comme on dit très souvent, mais c'est vrai que Watt disait toujours travailler, encore toujours travailler. Il faut croire en vous, il faut travailler, il y a tout ce qu'il faut ici pour réussir. On n'a pas besoin de prendre une pirogue ou de se cacher dans une cabine d'avion. Moi, encore une fois, je suis un pur produit, et j'en ai beaucoup des collègues à moi qui, comme moi, ont travaillé ici, ont fait leurs études ici et qui font des choses extraordinaires. Donc il faut croire en vous, il faut croire au pays, puisque l'avenir, c'est vous. Voilà. En ce qui concerne les femmes, il faut... je sais qu'elles supportent déjà beaucoup de choses, mais ce qui fait la nation, c'est quand même les femmes. Ce qui éduque, c'est les femmes, c'est les mères, c'est les sœurs, c'est les tantes. Donc, quand vous êtes gynéco, vous dédiez une partie de votre vie aux femmes. Et en ce qui concerne les hommes, il faudra peut-être y consacrer une autre émission. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité, un autre thème. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur toutes nos plateformes et chaînes YouTube Label TV l'officiel. Merci